Au Libéria, le candidat arrivé troisième à la présidentielle, Charles Bromskin, demande que les membres de la commission électorale soient remplacés. Il se plaint d'irrégularités dans le processus électoral. En visite à Khartoum pour tenter d'aplanir les différends frontaliers et économiques entre leurs deux pays, le président sud-soudanais Salva Kiir a accusé le Soudan d'être une source d'armes utilisée dans son pays. Et puis l'ONU-SIDA, dans le cadre de sa stratégie de riposte contre le VIH-SIDA en Afrique, entend associer les médias. Elle a tenu au Sénégal un atelier d'échange avec des journalistes venus d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs, bienvenue à tous. Au Libéria, le candidat arrivé troisième à la présidentielle, Charles Bromskin, demande que les membres de la commission électorale nationale soient remplacés. Se plaignant d'irrégularités dans le processus électoral, il estime qu'il n'est pas possible que cette commission électorale, dirigée par Jérôme Kerkoya, puisse assurer une élection libre et juste. Le parti de Charles Bromskin est l'une des trois formations politiques qui ont contesté les résultats du premier tour de la présidentielle libérienne. Rappelons qu'une audience de la Cour suprême du Libéria sur ces allégations d'irrégularité doit se tenir ce vendredi avec la présence des membres de la commission électorale. Je vous propose à présent un extrait de la déclaration de Charles Bromskin, le candidat du Parti de la Liberté, arrivé troisième à l'élection présidentielle libérienne. Nous comptons demander le remaniement de la Commission électorale nationale. Jérôme Kerkoya et son équipe ne devraient pas être autorisés à organiser des élections dans ce pays car il n'y a aucune chance qu'elles soient libres et transparentes. Nous pensons qu'il est dans l'intérêt de notre pays et du peuple du Libéria que le processus soit suspendu pour que nous puissions déterminer les failles, voir si nous pouvons mettre un nouveau système en place et organiser la tenue de nouveaux scrutins. Jusqu'à présent, je ne pense pas que qui que ce soit ait envisagé de déposer une réclamation contre la présidente, mais les circonstances montrent que la présidente ne peut échapper à sa part de responsabilité quant au processus imparfait, aux fraudes et aux irrégularités flagrantes. D'ailleurs, je suis convaincu que ces élections étaient perdues d'avance bien avant le jour du vote. En visite à Khartoum pour officiellement tenter d'aplanir les différends frontaliers et économiques entre leurs deux pays, le président sud-soudanais Salva Kiir a accusé jeudi le Soudan d'être une source d'armes utilisée dans la guerre civile qui déchire son pays depuis 2013, une guerre qui a fait des dizaines de milliers de morts. Les images. Le président sud-soudanais Salva Kiir, en visite à Khartoum, a accusé ce jeudi le Soudan d'être une source d'armes utilisée dans la guerre civile qui déchire son pays depuis 4 ans. C'était lors d'une conférence de presse aux côtés de son homologue soudanais, Omar El-Béchir. S'il y en a un qui peut accuser l'autre, c'est bien moi qui peux accuser le Soudan. Le Soudan est la source d'armes qui vont au Soudan du Sud et nous causent d'énormes problèmes. Le but de la visite de Salva Kiir à Khartoum est officiellement d'aplanir des différends frontaliers et économiques entre les deux pays, qui s'accusent par ailleurs mutuellement de soutenir des rebelles actifs dans leurs pays respectifs. Le Soudan assure que son voisin du Sud aide des insurgés dans les régions du Darfour, du Nil bleu et du Kordofan Sud, alors que Juba estime que Khartoum soutient les partisans de l'ancien vice-président sud-soudanais exilé, Riek Machar, dont la guerre civile contre ceux de Salva Kiir. La guerre au Soudan du Sud s'est déclenchée en 2013, 2 ans après l'indépendance du pays. Depuis, plus de 450 000 Sud-Soudanais ont trouvé refuge au Soudan selon l'ONU. Khartoum estime toutefois le nombre des réfugiés sud-soudanais sur son sol à 1,3 million. En République démocratique du Congo, le Conseil norvégien pour les réfugiés lance un nouvel appel à l'aide pour la localité du Tanganyika dans l'est du pays où un demi-million de personnes sont toujours déplacées. L'institution qui tire la sonnette d'alarme estime que la province du Tanganyika est au bord d'un désastre mortel. Reportage.
Selon le Conseil norvégien pour les réfugiés, la province du Tanganyika, dans l'est de la République démocratique du Congo, où un demi-million de personnes sont toujours déplacées, est au bord d'un désastre mortel. L'institution qui parle de conditions inhumaines estime que les populations qui ont fui pour la plupart des violences intercommunautaires manquent de tout. Les 3/4 sont encore privés de latrines et l'aide alimentaire arrive au compte-gouttes, tout comme les distributions de maïs pour permettre aux déplacés de cultiver. La plupart de ces déplacés dorment entassés les uns contre les autres dans des cabanes en paille qu'ils ont eux-mêmes construites. Une situation qui menace leur santé et leur sécurité. Malgré le cri d'alarme déjà lancé par Médecins sans frontières en août dernier, 80% des déplacés n'ont toujours pas accès à l'eau potable. Pour le Conseil norvégien pour les réfugiés, 5% seulement de ressources nécessaires pour répondre aux besoins urgents de ces populations sont pour le moment disponibles. Un chiffre choquant selon l'institution qui invite les autres organismes d'aide à agir sans attendre. Le VIH-Sida demeure une crise sanitaire majeure en Afrique, en particulier en Afrique de l'Ouest et du Centre. Entre 2010 et 2015, ces régions ont connu une augmentation de nouveaux cas d'infection de la maladie. L'ONU-Sida, dans le cadre de sa stratégie de riposte, entend associer les médias à ses actions. Elle a tenu à Dakar, au Sénégal, un atelier d'échange de 2 jours avec des journalistes venus de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. On fait le point avec Tchèque Berté, notre correspondant à Dakar. 6 500 000 personnes vivent avec le VIH-Sida en Afrique de l'Ouest et du Centre, selon l'ONU-Sida. Ces régions longtemps oubliées des programmes de lutte contre le sida désormais touchés sont dans l'œil de la communauté internationale. Un plan de rattrapage Afrique de l'Ouest et du Centre a récemment été mis en place avec pour objectif d'accélérer en 18 mois la riposte contre la maladie et prévenir sa recrudescence dans la région. Le plan de rattrapage a été mis sur pied pour que l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique du Centre répondent au rendez-vous de 2030, quand la communauté internationale va signifier la fin de l'épidémie du sida comme problème de santé publique. Pour ce faire, cet atelier avec les journalistes organisé à l'initiative de l'ONU-Sida vise à mieux informer les professionnels des médias pour plaider et promouvoir les plans de rattrapage Afrique de l'Ouest et du Centre. Travailler avec les journalistes dans chacun des 25 pays pour faire ressortir non seulement les succès, mais aussi les difficultés auxquelles les pays, les communautés, les personnes qui vivent avec le VIH sont confrontées dans ces différents pays. En fonction des pays enregistrant des taux élevés de personnes vivant avec le VIH, 8 pays constituant la première vague bénéficieront dans un premier temps de la mise en œuvre du plan de rattrapage. Le Cameroun, la Centrafrique, la Côte d'Ivoire, la RDC, la Guinée, le Libéria, le Nigeria et la Sierra Leone. Sur les terrains, un pays comme le Bénin a enregistré des progrès considérables dans la lutte contre le sida, notamment sur le plan de l'élimination de la transmission mère-enfant, avec plus de 1000 maternités offrant des services de prévention dans ce sens. Le taux de transmission de la mère à l'enfant du VIH a chuté littéralement. Il a été réduit de moitié. Il est passé de plus de 14% en 2008 à aujourd'hui 6,7%. Et également, le nombre de bébés nés avec le VIH-Sida a bien évolué puisqu'on était à plus de 800 en 2010 et qu'aujourd'hui, en 2016, nous sommes à moins de 500 bébés nés avec le VIH-Sida. Aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest et du Centre compte pour 21% des nouvelles infections au VIH-Sida dans le monde entier. Le Bénin a célébré le 2 novembre la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre des journalistes. Et pour marquer l'événement, Éducation, en partenariat avec l'Union des professionnels des médias du Bénin, ont organisé une conférence débat pour examiner la situation des journalistes béninois. Reportage Candice Degboué. À l'initiative de l'UNESCO, le monde entier a célébré ce jeudi 2 novembre la journée internationale de la fin de l'impunité des crimes commis contre les journalistes. Cette date a été choisie en mémoire de Ghislaine Dupont et de Claude Verlon, 2 journalistes de RFI tués à Kidal au Mali en 2013. Célébrant cette journée pour la 2e année consécutive, les journalistes béninois ont décidé
de s'appesantir sur les cas de violences faites aux journalistes béninois et qui sont restés impunis. Lorsque nous sortons, les gens pensent qu'au Bénin, en tout cas en matière de liberté de presse, que c'est comme au paradis. Mais la réalité, nous ne sommes pas pour autant mieux lotis en matière de liberté. Il y a des journalistes, des problèmes des médias qui sont violentés. Donc je voudrais que nous puissions, et à travers cette célébration, marquer un arrêt pour que les crimes, les violences, les délits sur les journalistes ne soient plus impunis dans notre pays. Une presse libre et pluraliste est l'un des fondements de la démocratie et du développement. Pourtant, selon les dernières données de l'UNESCO figurant dans l'édition à venir du rapport mondial en matière de liberté d'expression et de développement des médias 2017-2018, 102 journalistes ont été tués en 2016. Plus de 930 journalistes ont été tués pour la seule raison qu'ils exerçaient leur métier au cours des 11 dernières années. Le Bénin ne fait pas exception. Les journalistes béninois subissent des agressions non mortelles, la détention arbitraire, et l'intimidation et le harcèlement. Il est important de souligner que l'impunité mène à un plus grand nombre d'assassinats et représente souvent un symptôme d'aggravation des conflits et d'effondrement des systèmes de droit et de justice. L'UNESCO met en garde contre les dommages causés par l'impunité sur des sociétés tout entières en dissimulant de graves violations des droits de l'homme, la corruption et la criminalité. Hors du continent africain, plus précisément en Birmanie, la dirigeante Aung San Suu Kyi a effectué une descente dans l'ouest du pays où l'armée est accusée par l'ONU d'épuration ethnique. C'est la première fois que la prix Nobel de la paix s'est rendue dans la zone depuis que des hostilités ont été lancées contre la minorité musulmane Rohingya. Les images. Aung San Suu Kyi, très critiquée à l'étranger pour son peu d'empathie envers les Rohingyas, est enfin descendue sur le terrain pour toucher du doigt la réalité. La guerre a fait plus de 600 000 réfugiés qui ont trouvé abri au Bangladesh en 2 mois. À l'issue de cette visite surprise, la prix Nobel de la paix, arrivée au pouvoir en Birmanie en avril 2016, n'a fait aucune déclaration. Elle doit composer avec une armée qui reste très puissante, ainsi qu'une opinion publique largement xénophobe et anti-musulmane. Jeudi, elle était dans des villages dévastés de la région de Mondao et de Buthidaung et a rencontré plusieurs communautés de la région. Aux côtés de la dirigeante birmane pour son déplacement, plusieurs ministres, mais aussi des hommes d'affaires très influents dans le pays. Le développement économique est pour Aung San Suu Kyi la clé à long terme pour cette région, l'une des plus misérables du pays, avec un taux de pauvreté qui atteint 78%, soit plus du double de la moyenne nationale. Les Rohingyas représentent la plus grande population apatride au monde depuis que la nationalité birmane leur a été retirée en 1982 sous la junte militaire. Les autorités birmanes rejettent jusqu'ici les accusations d'épuration ethnique et assurent ne vouloir qu'éradiquer la rébellion musulmane, l'armée du salut des Rohingyas de l'Arakan. Autre problème, les organisations humanitaires font face à une urgence humanitaire. Dans cette partie de l'État Rakhine, l'aide humanitaire arrive au compte-gouttes. Du coup, l'exode ne semble pas avoir de fin. Quelques 3000 musulmans Rohingyas sont arrivés jeudi à la frontière du Bangladesh après des jours de marche, souvent sans nourriture et sans eau. Ils sont maintenant près d'1 million de réfugiés dans les camps à la frontière. Et la surpopulation et l'insalubrité des camps au Bangladesh constituent un terreau fertile pour l'apparition de maladies. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi.